Sud Radio, midi 14h, Alexis Poulain sans réserve. Une psychologue qui travaille dans les crèches nous a dit on s'occupe des enfants comme si c'était des petits gigots. Nous avons enquêté sur les crèches privées pendant 1 an et demi. On a été face à des témoignages choquants. On sera dans tous les départements à partir de lundi. Ce qu'on demandait aux salariés, c'était de mentir aux parents le soir sur la composition des repas. Il faut dire shipper, arrête de shipper. Notre objectif n'est pas de bloquer la France, n'est pas d'affamer la France. Sous-dimensionner les repas. Quand ils sortent de table, les enfants ont encore faim. Oh Économie circulaire, je pense également au clean tech, au digital tech, au biotech. C'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça? Sous-utilisation notamment des technologies d'avenir comme l'intelligence artificielle par nos entreprises. Ah la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Et voilà, c'est Poulain sans réserve. On est ensemble jusqu'à 14h sur Sud Radio. Vous avez entendu dans ce petit montage radio, on va parler, oui, de Stéphane Séjourné qui ne sait pas trop de quoi il retourne avec cette décarbonation, l'accélération de la décarbonation. On va parler bien sûr des agriculteurs qui se mobilisent à nouveau lundi. 1 an de mobilisation, quasiment le Mercosur en ligne de mire avec Véronique Le Floch, présidente de la coordination rurale. On va parler bien sûr du scandale des crèches privées, l'audition d'Aurore Berger certes, mais Anticor qui porte plainte contre People and Baby pour détournement de fonds publics, escroquerie et beaucoup d'autres choses. Philippe Pasco sera dans le studio et pourra répondre à vos questions également. Et puis en deuxième partie d'émission à 13h, Jérôme Sainte-Marie, politologue et sondeur, viendra nous parler de cette victoire de Donald Trump, mais pas que, de cette vague de populisme, comme aiment à le dire certains médias. Qu'est-ce que c'est que le populisme et pourquoi ça marche? Voilà, 0826 300 300. On se retrouve dans un instant pour ouvrir le bal avec la colère des agriculteurs. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons-vous. Pour commencer cette émission est Véronique Le Floch, présidente de la coordination rurale. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, nouvel appel à se mobiliser de la part des syndicats agricoles. Aujourd'hui, Michel Barnier, le Premier ministre français, va essayer de faire valoir la position de Paris. Il est à Bruxelles pour rencontrer Ursula von der Leyen, pour bloquer la décision de ratifier ce traité du Mercosur. Mais pour ça, la France doit réunir une minorité de blocage au sein du Conseil européen. Et c'est loin d'être gagné. Est-ce qu'il y a un double discours, en fait, d'un côté où Emmanuel Macron et le gouvernement dit que non, en l'état, nous n'acceptons pas le Mercosur, mais en sous-main, ils savent très bien que c'est perdu d'avance parce que les traités européens nous obligent d'une certaine façon à accepter tous ces traités de libre-échange? Alors oui, bonjour. Déjà, bien sûr, il semble y avoir un double discours puisque tout le monde semble se réveiller à quelques jours de cette décision qui pourrait intervenir et malheureusement en défaveur de l'agriculture française, mais aussi européenne. Donc, il semble que les agriculteurs soient abandonnés. On vit un naufrage et il nous faudrait plutôt un plan de sauvetage. Donc, on dénonce déjà depuis plus d'1 an tout cet agricide. Ouais. Et tout ça devait déjà être anticipé. Et on est proche de l'échéance. Et on n'a pas vu de nouvelle expression du président de la République vraiment franche depuis. Non, et clairement, il est ailleurs et s'occupe surtout de la guerre en Ukraine plutôt que de l'agriculture française. Le Mercosur, ce traité de libre-échange a été négocié pendant 25 ans. Il y a eu un accord qui a été conclu en 2019, jamais ratifié, avec le risque de déstabiliser des filières entières. Tout ça sans changer. La mobilisation en début d'année, c'était déjà sur ce sujet-là. Gabriel Attal a fait un petit tour à Matignon en tant que Premier ministre éphémère. Il avait fait des promesses, 70 engagements pour le secteur agricole. Qu'en est-il de ces promesses ? Eh bien, écoutez, on attend beaucoup de tout ce qui a été annoncé. Le bilan fait état de 270 millions d'euros versés à 30 000 exploitations, soit à peine 9 000 euros par exploitation, alors que ce sont des dizaines de milliers d'euros qu'il manque par exploitation. Donc, la simplification, on l'attend toujours. Finalement, on voudrait nous mettre en concurrence à l'échelle mondiale, alors que déjà, nous sommes à peine compétitifs avec nos homologues européens. Oui. Donc, la ferme France est en perte de vitesse. Sa balance commerciale, qu'elle soit agricole ou agroalimentaire, est devenue déficitaire avec le restant de l'Europe.
Et donc, ratifier ce traité avec le Mercosur serait aggraver la situation et à terme faire une croix sur cette agriculture française. On l'a calculé, hein, rien que pour l'élevage bovin, ça serait l'équivalent d'une vingtaine de plans sociaux Michelin. Donc, que veut-on déjà pour nos territoires, pour nos emplois et dans nos assiettes? Ouais, pourquoi cet acharnement finalement à ne pas vouloir protéger les agriculteurs français, à toujours vouloir négocier de nouveaux traités, importer de nouveaux produits et jamais écouter ce que vous avez à dire? Parce que quand même la mobilisation en janvier avait été importante, il y avait eu ces promesses évidemment. Comment se fait-il que en novembre on se retrouve au point de départ? Ben écoutez, c'est la question que nous nous posons aussi, à croire que d'autres courants de pensée l'emportent avec justement cette volonté d'éradication de l'élevage. Ouais. On le voit aussi dans le dialogue stratégique au niveau européen. L'élevage qui serait accusé d'émissions de gaz à effet de serre, Ouais, le méthane, alors même que ce type d'échange ne contribuera pas à améliorer ce bilan carbone. Alors qu'on sait très bien que même si demain la viande de synthèse venait à l'emporter, ici en France, son bilan carbone est de 5 à 25 fois pire que le bilan carbone de l'élevage. Il y a les insectes, vous parlez de viande de synthèse, mais attendez, l'autre plan c'est les insectes pour remplacer l'apport en protéines. Ça aussi c'est une volonté de détruire la filière d'élevage d'une certaine façon? Alors nous, on veut encore croire en notre modèle agricole, c'est pour ça que nous nous battons. Nous avons déjà vu ce type de mode du végétal, comme pour le beurre dans les années 80 de mémoire. Mais aujourd'hui, la margarine n'a pas percé et le beurre a toute sa place sur toutes nos tables. Donc on espère que ce phénomène n'est que passager, mais pour l'heure, on doit vraiment se battre, parce que si cet accord passe, il n'est plus question qu'une loi soit discutée pour le renouvellement des générations. Comment peut-on se dire qu'on va encourager des jeunes à se lancer dans l'élevage alors même que finalement on est en train de les pousser pour laisser de la place à de la viande qui viendrait d'ailleurs? Ouais. Et que prévoit la coordination rurale ce lundi et au-delà d'ailleurs, hein, puisqu'il y a la mobilisation, mais c'est le début lundi. Vous avez déjà des actions qui sont Alors prévues? l'animation, vous avez vu, on n'a pas quitté les lieux d'action du sud-ouest au nord-est. Hier soir, les collègues étaient présents à Béziers, près de Béziers dans l'Hérault, pour bloquer un négoce de vin. Là aussi, c'est un secteur qui est en très grande difficulté et les seules solutions qui sont apportées sont des aides à l'arrachage. Donc évidemment, pour résoudre un problème, c'est l'éliminer carrément d'un problème. Le 10, nous démarrons une mobilisation forte dans les régions de Nouvelle-Aquitaine et d'Occitanie, avec d'abord un dernier ultimatum pour obtenir des réponses de la part de notre gouvernement. Donc, auprès des préfectures, les questions sont parties, les attentes aussi, et ensuite nous passerons la deuxième et nous allons aller crescendo au fur et à mesure que les réponses se feront attendre. Et qu'est-ce que vous attendez comme réponse concrète, là, après cette mobilisation et immédiate de la part du gouvernement Barnier? Eh bien, au-delà de ne pas faire passer cet accord du Mercosur qui serait vraiment fatal pour notre agriculture, notre économie et notre économie en général, parce que justement les grands faiseurs de viande sont américains et les 4 premiers détiennent déjà ou contrôlent déjà 70% du marché de la viande. Donc les laisser venir s'implanter ici serait catastrophique. Donc, à l'échelle plutôt nationale, on attend 2 types de mesures. Des mesures pour justement plus de revenus et de trésorerie dans nos exploitations. Il y a donc une action auprès des industriels à qui nous vendons nos produits, donc les coopératives comme les industriels privés qui ont justement des pratiques de délocalisation de résultats.
Donc là, c'est à l'État d'intervenir. Et pour avoir des charges allégées dans nos exploitations, il faut bien sûr obtenir l'exonération des taxes foncières, le bouclier fiscal, le bouclier énergétique par rapport au gaz, à l'électricité, au carburant. Et d'un autre côté, il faut tout ce qui est simplification normative, puisque là encore, la France est championne avec plus de 200 000 normes qui concernent l'agriculture et loin devant les autres pays européens. Donc on est toujours dans cette surtransposition et là, rien de nouveau depuis un an. Alors que c'était pourtant les annonces de Gabriel Attal d'attaquer les normes au-delà des différentes aides qu'il y avait pour les exploitations. On voit que ça n'a pas fonctionné. Autre problème pour la filière agricole, c'est les épidémies, épizooties, qui sont nombreuses. Il y a des plans d'aide aussi. Est-ce que là, cette année, c'est particulièrement difficile avec les différents aléas météorologiques et puis ces épidémies? Eh bien, tout le monde peut comprendre que quand on a engagé les charges habituelles et qu'on n'aura pas les produits puisque votre production est perdue, elle est perdue soit à cause des aléas climatiques, soit à cause de ces aléas sanitaires. Et de fait, pas de produits, pas de vente. Donc des enveloppes annoncées, 75 millions d'euros à Cournon, donc au sommet de l'élevage en octobre dernier, 75 millions d'euros qui devaient couvrir uniquement le virus, donc la FCO3. Aujourd'hui, elle s'est bien rendue compte que le variant 8 devait aussi être couvert, mais on reste à enveloppe constante. Or, on sait très bien qu'il y a 40 millions d'euros qui ont été demandés à l'Europe et nous, à la coordination rurale, on souhaiterait que ces 40 millions d'euros ne soient pas inclus dans les 75 millions, mais viennent se rajouter pour couvrir tous les agriculteurs, tous les dommages, mais surtout aussi les pertes à venir. Parce que si vous n'avez pas votre brebis, demain, elle ne produira pas de production laitière, et il y aura pas la perte, elle est aussi, il y a aussi des pertes indirectes. Ouais. Et il y a aussi évidemment une mobilisation pas seulement en France, puisque on l'avait vu, c'était Pays-Bas, Espagne, Grande-Bretagne. Au niveau européen, il va y avoir des actions aussi coordonnées avec des agriculteurs d'autres pays qui eux aussi sont vent debout contre le Mercosur. Eh bien, écoutez, tout ça est en train de se préparer. Nous attendons le résultat de ces négociations. Et ensuite, il faudra aussi savoir, si jamais ça aboutissait, la répartition des contingents. Et là, je pense que beaucoup d'organisations se posent des questions de la protection apportée par l'Europe aux agriculteurs. C'est vraiment un secteur qui est abandonné. Et après avoir laissé les États-Unis et l'Amérique en général nous produire des protéines pour nos animaux, on est en train de leur déléguer notre production de protéines humaines et pour les humains. Et là, ça devient vraiment grave. Oui, il n'y a pas de lueur d'espoir, ou est-ce qu'il y a quand même de quoi être optimiste et se dire que cette mobilisation va débloquer des choses? Eh bien, justement, on agit pour. Donc, on espère et on aimerait être aussi optimiste que la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard. Mais aujourd'hui, on ne lâche rien parce que rien n'est acquis et on sent plutôt pousser tous ceux qui sont favorables à ce traité, à cet accord de libre-échange, comme l'Espagne et les Allemands. Ouais. Donc aujourd'hui, ils semblent pousser plus fort que nous. Ouais, c'est étonnant parce qu'il y avait une mobilisation agricole aussi dans ces pays, mais visiblement les gouvernements sont très pro-européens. Michel Barnier également. Enfin, visiblement, c'est pas des gens qui vont aller contre cette idéologie, malheureusement. Eh bien, tout à fait, et on voit bien, justement, j'en parlais tout à l'heure, le dialogue stratégique qui ne va pas contre cette diminution de notre cheptel, alors même que s'il s'agit d'assurer la souveraineté alimentaire de l'Europe, on devrait maintenir nos productions animales sur le territoire.
croire que de la viande viendra moins chère d'Amérique du Sud, c'est se tromper. Les pays du Mercosur, notamment le Brésil, fait partie des BRICS. Donc Brésil, Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud. Cela pèse 45% de la population mondiale. Ils sont en train d'essayer de négocier directement la vente des céréales par la Russie aux différents États, et notamment à l'Algérie. Donc on devrait plutôt être très inquiet, et l'Europe devrait réfléchir à justement se refermer, étant donné cette position du Brésil dans les BRICS. Merci beaucoup Véronique Le Floch, présidente de la coordination rurale, d'avoir fait le point sur cette mobilisation des agriculteurs à partir de lundi, qu'on suivra bien sûr sur Sud Radio. Dans un instant, on va recevoir Philippe Pascot, administrateur d'Anticor, pour parler du scandale des crèches privées, évidemment. Et puis, un édito dans un instant pour voir un peu de charabia européen enrobé de carbone. Vous allez adorer. À tout de suite sur Sud. L'édito. Alors là, attachez vos ceintures parce que nous allons à Bruxelles. Bruxelles où l'on parle une langue particulière. Et c'est Stéphane Séjourné, vous savez, qui a remplacé Thierry Breton à la Commission européenne. Il est commissaire désigné à la prospérité et à la stratégie industrielle. Il a été auditionné hier pour parler de la stratégie industrielle, justement, de l'Europe. Et vous allez voir, c'est globalement un gloubi-boulga incompréhensible, sans doute facturé par McKinsey, qui permet de faire croire que l'Europe va aider l'industrie européenne à survivre dans un monde où il faut décarboner pour survivre, sinon on va mourir. On l'écoute, vous allez voir, c'est fantastique. J'ai 4 convictions. La première est qu'il faut décarboner et industrialiser en même temps. Il n'y a pas d'industrie sans décarbonation, il n'y aura pas de décarbonation sans industrie. C'est magnifique, c'est le en même temps, on dirait du La Fontaine, il n'y a pas d'industrie sans décarbonation, mais pas de décarbonation sans industrie non plus. C'est de la pensée profonde, attendez, on va descendre encore d'un palier, et là on va parler de l'effet ciseau. Attention, c'est compliqué, mais on écoute Stéphane Séjourné qui lit, il a bien du mal à comprendre d'ailleurs ce qu'il lit, mais nous on a bien du mal à comprendre ce qu'il nous raconte. Ma deuxième conviction, il faut cibler les secteurs les plus stratégiques à fort potentiel et à fort impact socio-économique. Ces secteurs sont souvent confrontés à un effet ciseau. C'est un problème pour nos industries à forte intensité énergétique comme l'acier, l'aluminium, sur lesquels nous avons perdu la moitié de nos capacités depuis 2021. Ah oui, imaginez quand même, la moitié des capacités depuis 2021. En 3 ans, l'Europe perd la moitié de ses capacités sur l'industrie de l'aluminium et de l'acier. C'est sans doute ça, l'effet ciseau. Incroyable. Et là, ça continue avec un jargon. Maintenant, on va rentrer dans le monde obscur de la tech, des tech en réalité. Écoutez. Je pense aussi au secteur de l'automobile en profonde mutation électrique et numérique, à l'économie circulaire dont le modèle doit être également repensé. Je pense également au clean tech, au digital tech, au biotech. Ouais, au bullshit tech également. L'économie circulaire aussi, je ne connaissais pas. Je connaissais l'économie circulaire, l'automobile qui devient donc numérique. Attention, vous roulerez en électrique, mais peut-être vous roulerez dans une air-voiture, une voiture qui n'existe pas. Tout ça avec des lunettes de réalité virtuelle. On sent bien que l'industrie, en fait, c'est quelque chose qu'il ne maîtrise pas, Stéphane Séjourné, mais que ça va devenir de la tech. Un truc incroyable. Et puis, il y a encore d'autres convictions après ça. Attention. Ma troisième conviction, il faut créer le bon équilibre entre l'offre et la demande. Et là aussi, les deux vont de pair. Ah oui, l'offre et la demande, ça va de pair. C'est même, je crois, un livre d'économie historique qui parle de ça, Adam Smith. Mais là, il parle surtout du prix de l'énergie. Et on sait combien, d'ailleurs, le prix de l'électricité régulé par l'Europe est un scandale, notamment pour les industries françaises. Mais bon, l'industrie française, c'est pas quelque chose que maîtrise Stéphane Séjourné. On va parler des compétences ensuite. Je pense aussi aux problématiques d'accès aux matières premières, aujourd'hui trop concentrées, à la sous-utilisation notamment des technologies d'avenir comme l'intelligence artificielle par nos entreprises, et enfin au manque de compétences dans certains domaines. Nous y travaillerons.
Alors le manque de compétences dans certains domaines, je pense que là on a affaire quand même à un délit flagrant de manque de compétences dans un domaine qui s'appelle l'industrie. Mais c'est pas grave. Stéphane Séjourné nous parlait d'économie circulaire, d'intelligence artificielle. Tout ça avec il est dyslexique, donc on ne se moque pas, c'est compliqué. Et puis ça finit alors cette allocution avec un feu d'artifice. Vous allez voir, Stéphane Séjourné parle d'accélérateur de décarbonation industrielle. Les ventes de véhicules électriques stagnent et celles des pompes à chaleur ont été divisées par 2 au cours des 6 derniers mois. C'est un problème et nous devrons donc actionner tous les leviers possibles pour inverser la tendance, notamment via l'accélérateur de décarbonation industrielle. Alors je suis allé voir ce que c'était que l'accélérateur de décarbonation industrielle. Figurez-vous que c'est sur le site des entreprises.gouv.fr pour la stratégie d'accélération de la décarbonation de l'industrie. C'est France 2030. Vous avez même un responsable de ça, le coordinateur national de la décarbonation de l'industrie, monsieur Oang Bui, qui s'occupe de ça. Et alors, c'est génial, je suis allé voir le site. L'État a fait de la décarbonation de l'économie l'une des principales ambitions du plan d'investissement France 2030 en lui consacrant la moitié de son budget total, 54 milliards d'euros. L'idée, c'est de diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre de l'industrie en 10 ans, sachant qu'en France, on a la chance d'avoir de l'énergie nucléaire, mais visiblement, ça ne suffit pas. Alors, quand même, 4,5 milliards d'euros qui sont mobilisés pour la décarbonation de l'industrie, avec d'abord un volet tourné vers la demande de déploiement de solutions de décarbonation pour les sites industriels. Ensuite, le développement de technologies vertes en faveur d'une industrie bas carbone. La stratégie d'accélération, bien sûr, qui accompagne le développement d'une offre de technologies innovantes et de rupture, qu'il s'agisse de solutions non matures ou déjà existantes, mais pas encore suffisamment rentables. Donc, c'est nos impôts qui payent ça. On rigole, mais en fait, c'est pas drôle. Et tout ça, c'est du jargon de cabinet de conseil, évidemment. Il faut assurer un continuum de financement de l'amont jusqu'au déploiement de ces technologies, répondre aux besoins, évidemment, de déploiement. Et la structuration de l'offre. Et vous avez alors la ZIBAC, par exemple. Vous ne connaissez pas encore la ZIBAC. Eh bien, je vous présente la ZIBAC. C'est la zone industrielle bas carbone. Voilà. Et il y a tout un plan grâce à l'ADEME, avec des appels à projets. Tout ça est magnifique. Et c'est de l'argent public. Voilà, vous savez maintenant à quoi servent vos impôts. C'est cet accélérateur de décarbonation industrielle vanté par Stéphane Séjourné. Ah, qu'est-ce qu'on est bien quand même en Europe. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité, c'est Philippe Pascot, écrivain, auteur qu'on ne présente plus, mais aussi administrateur d'Anticor. Et vous êtes là sous le chapeau Anticor ce matin pour parler du scandale des crèches privées. Bonjour. Bonjour Alexis. Alors le scandale, c'est bien sûr le livre qui est sorti il y a de ça quelques temps pour parler des ogres et du scandale de ces crèches privées qui bénéficient d'argent public et qui ne traite pas très bien les enfants, pour parler avec un euphémisme. Aurore Berger a été pris d'ailleurs dans un conflit d'intérêts flagrant avec la responsable du lobby des crèches privées. Elle s'en défend, bien entendu. Et là, Anticor porte plainte contre People and Baby pour escroquerie, détournement de fonds publics, abus de biens sociaux, abus de confiance. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Vous en dire plus, c'est la justice qui va le dire. Ce qu'on remarque par rapport à ça, c'est simplement que l'inertie de l'autosaisine de l'État par rapport à ce dossier est quand même plein d'infractions, de corruption, de détournement d'argent, de maltraitance. Il y a un livre qui est sorti, il y a des preuves qui ont été mises sur la table, je dis bien des preuves, et bizarrement, ça bouge pas. Bizarrement, l'État ne se saisit pas d'une plainte contre cet abus flagrant qui en plus est fait sur des enfants, et des enfants en bas âge, et des parents qui sont un petit peu pris otage, parce qu'il faut le savoir qu'en France, pour trouver une place dans une crèche, c'est quand même difficile. Et donc à partir de là, il y a des gens qui ont abusé, il y a des gens qui ont détourné de l'argent, et personne ne bouge. Alors peut-être, Aurore Berger, vous l'avez souligné, peut-être des hautes instances qui quelque part ne veulent pas voir des dossiers sortir. En attendant, Anticor, qui a réussi à récupérer son agrément en septembre de cette année, Anticor fait son boulot et porte plainte contre des détournements d'argent, entre autres. Entre autres, oui. Parce que c'est vrai que Anticor, ça a été un feuilleton juridique. Oui, là, ça a été vite par contre. Là, je ne sais pas pourquoi, ils ont vraiment appuyé sur le bouton pour ne pas nous donner l'agrément qui nous permet de nous porter partie civile.
Il y a des dossiers qui vont vite, il y a des dossiers qui vont lentement. Anticor est là pour rétablir l'équilibre de la justice, la même justice pour tous. Oui, et porter plainte pour les parties civiles et qu'on sache en fait jusqu'où va la corruption. Nous, pour l'instant, elle monte assez haut, puisqu'on a des dossiers contre M. Colère, on a des dossiers contre M. Bolloré, on a un dossier contre M. Santini, on a des dossiers dans la Somme, on a des dossiers dans le Morbihan, on a un dossier qui est en train de courir sur France Pierre, etc. Tous les endroits où il y a de la corruption, où il y a un manque d'éthique en politique et dans les zones de l'industrie, Anticor, l'association totalement bénévole, intervient. Et ça a été long d'avoir cet agrément. C'est plus d'un an. Lui, Gabriel Attal qui a lâché ça avant son départ. Oui. D'ailleurs, il s'est fâché avec comme Macron. Comme un cadeau de départ, je crois. À mon avis, c'est une petite vengeance, mais tant mieux pour nous. J'ai lu dans le Canard enchaîné que M. Macron n'était pas du tout content qu'on nous redonne l'agrément. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être une histoire de secrétaire général de l'Élysée qui a un petit peu à faire avec la justice. Mais en attendant, je le répète, Anticor est un organisme de salubrité publique. Absolument. C'est là pour faire voir que quelque part la justice elle est valable aussi bien pour les petits que pour les grands. Or, à présent, on remarque quand même que la justice a plutôt tendance à être lente, très lente, quand il s'agit des grands. Oui, très très lente particulièrement. Ce dossier des crèches qui touche beaucoup de familles, de voir que leurs enfants ne sont pas en bonne main parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnel, il n'y a pas suffisamment de matériel. Ils ont fait un peu fort quand même. Oui. Si vous avez lu le livre, et je vous le conseille, on s'aperçoit quand même qu'il y a des choses qui sont effarantes. Des subventions qui sont versées alors qu'en fin de compte, il faut des remboursements de subventions qui ne sont pas faits, des immeubles qui sont achetés qui sont surloués. Le dossier, il est quand même béton. Et comment ça se fait que là, bizarrement, l'État ne bouge pas ? Vous aviez, comme vous le dites, des déclarations de photos de présence d'enfants pour toucher plus de subventions. Donc mais il y a la totale sur cette association. Le faux devis, les SCI qui appartiennent aux couples Durieux qui sont bien sûr surloués à des prix qui ne sont pas du tout les prix du marché. Du chômage partiel pendant la pandémie qui n'était pas exécuté. Ça, c'est l'escroquerie, bien sûr. Il y a des immeubles qui étaient achetés, qui étaient reloués, etc. par les anciens directeurs. Il y a vraiment de quoi te faire un polar même sur ce machin. Anticor ne pouvait pas ne pas intervenir, c'est pas possible. Et d'ailleurs, je le rappelle quand même, Anticor, association de loi 1901, totalement indépendante, avec que des bénévoles dans le conseil d'administration. Nous ne vivons que sur les dons et sur les associations. Et là, c'est hier, Anticor a tenu une conférence de presse pour expliquer justement les différents chefs auxquels vous montiez. Pourquoi on montait au créneau. Pourquoi nous étions obligés de monter au créneau. Parce que la justice ne fait pas son travail. Vous venez de le dire. Pas la justice, c'est-à-dire que une certaine justice. La justice, elle fait ce qu'elle peut. La justice, elle n'a pas de moyens. Elle aimerait bien aller plus vite. Je connais plein de juges qui aimeraient bien aller. Mais une certaine justice. C'est-à-dire la justice non indépendante, on va dire. Je rappelle quand même qu'il y a un certain nombre de juges qui sont dont la carrière dépend du bon vouloir de certains gouvernements. Je rappelle quand même qu'il y a certains juges qui ont tendance à mettre des coudes sur un dossier et d'attendre gentiment que la pile se monte. Je rappelle quand même qu'il y a un ancien garde des Sceaux qui a envoyé une note interne pour qu'on classe sans suite des dossiers qui s'empilaient. Qu'on les classe sans suite. Donc il y a plein de gens aujourd'hui qui ont porté plainte. Ils savent même pas en plus que c'est poursuite parce qu'on leur dit même pas, mais leur dossier est quasiment mis à la poubelle. C'est inadmissible. Oui, sans compter les dossiers sur la campagne avec ça, Macron. Après, on peut annoncer que la justice va bien. Après, on peut annoncer que la justice fait son boulot. Oui, quand on classe sans suite des piles de plaintes qui ont été déposées par des citoyens, c'est facile de dire que la justice va mieux. Mais là, sur les crèches, ça peut pas être classé sans suite parce que c'est de toute manière, maintenant, nous avons retrouvé notre argument. Donc, si par hasard un juge voulait classer sans suite, nous pouvons prendre le dossier, le donner entre les mains d'un juge indépendant et nous porter partie civile. C'est pour ça que quelque part il nous avait retiré l'agrément, pour que justement on ne puisse pas suivre les dossiers, que quand un dossier était classé sans suite, on ne pouvait plus rien faire. Et là, ça permet justement de relancer des dossiers. Ça permet surtout de certains dossiers, que certains dossiers ne soient pas mis à la poubelle, ne soient pas mis sous la table. Je rappelle qu'il y a des grandes personnalités, entre guillemets, politiques, dont Anticor a porté plainte, parce que nous n'avons peur de personne, aussi bien à droite qu'à gauche, dont certains élus voudraient bien qu'on ne parle plus. C'est pas le cas. Et je rappelle aux gens que nous sommes, encore une fois, je le dis parce que c'est important de le dire de façon redondante, nous sommes totalement indépendants, nous avons besoin des adhérents. Adhérer à Anticor. Moi, je suis référent sur le 4-9 sur Lyon. Je suis en train de découvrir le dossier, j'ai besoin d'adhérents. Donc si vous habitez sur Lyon, n'hésitez pas à adhérer à Anticor, portail@anticor.org.
Très bien, on va en parler, on va marquer une courte pause et vous pourrez, si vous souhaitez, appeler le standard 0826 300 300 pour poser vos questions à Philippe Pescaud, notre invité, parler d'anticorps et puis bien sûr de ce scandale des crèches qui n'en finit pas parce qu'on veut savoir jusqu'où va la corruption. Mais qu'est-ce qu'on fait de nos bébés? Et qu'est-ce qu'on fait de nos bébés? La maltraitance va beaucoup trop loin. Tout de suite sur Sud Radio. Radio, midi 14h, Alexis Poulain, sans réserve. Et avec nous, Philippe Pescaud, écrivain, auteur et aussi administrateur d'Anticorps. Pardon, je cherchais le mot administrateur. C'est pas grave. Pour parler de ce scandale des crèches publiques. Donc Anticorps a déposé une plainte visant People and Baby, qui est la principale concernée par ces scandales de détournement d'argent de fonds publics, d'escroquerie, d'abus de biens sociaux, etc. Aurore Berger, qui donc a été citée par le journaliste Victor Castanet dans son livre Les Ogres. Pas que citée, vilipendée aussi. Alors, elle a vilipendé l'auteur du livre. Oui, elle, en sa défense, mais l'auteur du livre, journaliste, il a parlé que de les preuves. Il a fait que du factuel. En fait, de la collusion de la ministre avec le lobby des crèches privées. Tout à fait. C'est la justice, encore une fois, qui va être très lente. Il y a eu des commissions d'enquête. Aurore Berger a donc menti sous serment. Elle est quand même présumée innocente encore. Faut toujours le dire. Toujours le bien préciser. sûr. Et elle se défend d'ailleurs du fait que tout ça serait diffamation, etc., etc. Oui. La justice fera son travail. J'espère. Mais ça dit quand même quelque chose de grave du poids des lobbies dans la gestion des affaires publiques, où finalement l'intérêt public compte peu. Ah ben c'est pas l'intérêt public qui compte aujourd'hui dans certaines magouilles entre guillemets, c'est l'intérêt personnel des entreprises ou des individus qui font justement pression sur les élus pour que quelque part les élus aillent dans leur sens économique. Ouais. Aujourd'hui, on est dans un monde de profit, de plus en plus, et pas un monde de partage. Or, le profit, c'est réservé à quelques-uns. Il n'y a qu'à voir, entre guillemets, la façon dont le CAC 40 a augmenté pendant la pandémie, quand à chaque fois qu'il y a un problème de paupérisation des populations, il y a un certain nombre d'individus qui, eux, en profitent pour s'enrichir. Il n'y a pas fauté. Dès que vous avez un problème ou d'une faiblesse, pourquoi je dis ça? Parce que les EHPAD, rappelez-vous, c'est aussi la faiblesse des... aussi, c'est la faiblesse des anciens. Les enfants, c'est la faiblesse, entre guillemets, de l'enfant qui ne peut pas se défendre. Il y a des aigrefins qui profitent de ça pour s'enrichir. Et comme, entre guillemets, certains politiques laissent faire parce que ça les arrange, on arrive à des digressions de justice mais absolument aberrante. Des parents qui versent une caution pour laisser leur enfant en crèche, qu'on ne rembourse pas quand les enfants s'en vont, c'est inadmissible. Qu'est-ce que fait la justice ? Elle est lente, et c'est pour ça qu'Anticorps... elle est très lente, très lente pour certains dossiers. Je dis bien pour certains dossiers. Oui. Ça peut aller très vite pour d'autres. Oui, ça va très vite pour d'autres. Je rappelle quand même que l'affaire Tiberi a duré 21 ans. L'affaire Balladur, 30 ans. L'affaire Sarkozy, avec l'affaire Sarkozy, elle n'est pas finie non plus. L'affaire Balladur, 30 ans, pour quoi rien du tout. Un sursis pour monsieur Balladur, alors que les sous-fifres, en plus, prennent toujours plein la tête. Je rappelle sur ça l'affaire Balladur, aujourd'hui, il y a 6 prévenus qui sont en train de passer en appel. 30 ans. Ça ne veut plus rien dire. Non, ça permet de faire disparaître... Par contre, vous faites une petite erreur, vous faites le petit salarié fait une petite bêtise, je ne sais pas pourquoi, 3 mois après, lui, il est en procès, on lui fait vendre sa maison. Ça aussi, c'est inadmissible. Oui, ou les vols, non, même pas les vols, les pauses dans les supermarchés. Enfin, on a vu cette justice à double vitesse, triple vitesse, qui est scandaleuse et qui crie l'injustice en réalité. Qu'est-ce qui va se passer après cette plainte d'Anticorps? Qu'est-ce que... on va suivre le dossier. Peuvent attendre, mais est-ce que ça va accélérer vraiment les choses? Alors, ça va au moins permettre qu'on n'oublie pas le dossier. Anticorps est là pour que la justice continue à faire son travail. Et à chaque fois qu'Anticorps le peut, elle relance, elle remet une pièce dans le jukebox pour que quelque part la justice ne s'arrête pas. Donc le fait qu'Anticorps ait porté plainte fera qu'ils seront obligés d'enquêter sur le dossier. Mais sur les preuves sont tellement flagrantes que j'aurais du mal à comprendre que ça débouche sur un non-lieu ou un classement sans suite. Oui, ce serait un peu... là, ça serait un peu gros. On a vu d'autres choses encore plus grosses. Sur les EHPAD, l'autre scandale qui avait été levé par Victor Castanet, là encore, c'est circulaire à rien à voir. Finalement, ces entreprises continuent d'être là. Elles ont été
sauvé d'une façon ou d'une autre, changement d'actionnariat, de direction. Oui, mais... il y a eu un petit nettoyage de façade, c'est clair. Il faut continuer à être vigilant, on n'a pas le choix. Et la seule façon d'être vigilant, ce n'est pas les États, ce n'est pas la justice, ce sont les citoyens. Je rappelle que la plupart des grands scandales des 10 dernières années, c'est pas la justice, c'est pas c'est les citoyens qui ont porté le plaid. C'est des lanceurs d'alerte qui ont mis le doigt sur les choses. Sinon, ça bouge pas. Il faut continuer à être vigilant et il faut non plus être pas seulement consommateur, entre guillemets, de la justice. Il faut aussi être acteur. Et la seule façon d'être acteur, c'est de rentrer, on peut encore le faire aujourd'hui, dans des associations comme Anticor. Vous parlez de lanceurs d'alerte. Il y avait eu aussi bien sûr le mouvement des Gilets jaunes qui s'était réuni sur les ronds-points. On a bien connu tous les deux. C'est pour ça que je vous en parle, parce qu'il y a un appel pour... on peut se tutoyer, je ne suis pas ministre. Retourner sur les ronds-points. Vous serez là ce week-end avec les Gilets jaunes? Je suis un gilet de cœur, mais il n'y a pas que les Gilets jaunes, il y a les citoyens. Donc quelque part, il faut... Quand je dis Gilets jaunes, c'est citoyen. Voilà. En tant que citoyen, j'y serai peut-être, je serai sûrement, et de toute manière, je continuerai constamment à me battre pour la liberté, l'éthique et la non-corruption en France. Il y a du boulot. C'est plus du boulot, ça devient endémique. Est-ce que Anticor existe depuis quand? 2002. D'accord. Et est-ce que vous avez vu, depuis la fondation de l'association, une dégradation de ce climat de corruption en France? Je ne me permettrai pas à ce sujet de parler au nom d'Anticor, puisque Anticor a été fondé depuis 2002. Moi, personnellement, depuis 10 ans que j'écris des livres sur la corruption, je peux vous dire que j'en sors un d'ailleurs au mois de janvier 2025. Le sous-titre, c'est « Ils nous ont promis que ça allait changer. Aujourd'hui, c'est pire ». Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Oui, 2017, c'était la République exemplaire, la promesse d'Emmanuel Macron. Le nouveau monde, nous allons tout changer. Vous allez, les vieux politicards, j'ai les preuves aujourd'hui qu'on est revenu à pire qu'avant 2017. Finalement, cette entrée de la société civile, entre guillemets, voulue par Emmanuel Macron, a permis à de nouvelles personnalités de prendre la place des anciens et de faire pire qu'eux. Mais il y a encore des anciens qui sont revenus, dont on ne s'est toujours pas débarrassé, entre guillemets. Moi, je ne comprends pas quand je vois certains députés qui sont encore à l'Assemblée nationale, alors qu'on sait qu'ils ont des casseroles, c'est plus des casseroles, c'est une batterie de cuisine. J'ai du mal à comprendre que ces gens... conseiller d'Emmanuel Macron, Thierry Solaire, qui est inculpé... plus de 13 mises en examen. Voilà. Thierry Solaire, toujours conseiller de M. Macron. Je veux dire, il y a des fois, on se pose des questions sur la façon dont ces gens qui nous demandent à nous d'être hyper blancs, d'être hyper propres, etc. Je le dis souvent, ils nous demandent tous de porter une chemise blanche alors qu'eux ont un slip sale. Une chemise transparente. En plus. Pour les citoyens, c'est la transparence la plus totale. Mais pour ce qui est des affaires, l'opacité, vous parliez d'Alexis Collère, secrétaire général de l'Élysée, qui est quand même là un scandale, encore une fois, bien caché au cœur de l'État. Pour l'instant, il est présumé innocent. Il faut toujours le rappeler, c'est important. Il est présumé innocent. Mais il y a un certain nombre de présomptions et de faisceaux de présomptions qui nous font dire que, quand même, c'est pas très clair ce qu'il a fait, ce monsieur. Mais là aussi, la justice traîne et Anticor, association indépendante, bénévole, etc., suit l'affaire de très très près. D'ailleurs, je crois qu'il y a un procès qui arrive là, le 13 novembre ou le 14 novembre avec monsieur Collère qui sera dans le prétoire. Grâce à Anticor. On en parlera évidemment, et on parlera de votre livre en janvier sur la corruption, Philippe Pasco. Pilleurs d'État, le retour. Pilleurs d'État, le retour. Rendez-vous est pris en janvier, et puis on suivra l'affaire Collère. On a aussi suivi ici à Sud Radio cette affaire de l'agrément qui n'avait pas été redonné à Anticor pendant des mois. Alors une année. Une année, voilà. C'est dire combien. Une année où les dossiers ont été freinés à cause de ça. Voilà. Donc on va réaccélérer cette justice, et si vous souhaitez, bien sûr, rejoindre Anticor, faites-le à l'appel de Philippe Pasco. Nous, on se retrouve dans un instant pour la deuxième heure de l'émission avec notre invité qui sera Jérôme Sainte-Marie, politologue et sondeur, pour parler de la victoire de Donald Trump, certes, mais surtout de ce vent de populisme, comme l'appellent certaines rédactions, partout dans le monde. Pourquoi ça marche et pourquoi on en est là? À tout de suite sur Sud Radio, 0826 303. Merci Rémi, on vous retrouve dans une heure. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et pour cette deuxième heure, notre invité est Jérôme Sainte-Marie, politologue, sondeur, pour parler de ce courant, de cette flambée populiste, une tendance mondiale, nous dit-on. L'élection de Trump en est une, mais ce populiste, dit-on, l'élection de la qui est au
après année, l'impression que les peuples un peu partout veulent tourner la page de cette idéologie globaliste qui voudrait qu'il n'ait pas raison et que certaines élites pensent pour eux. Bonjour Jérôme Sainte-Marie. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce courant qu'on nomme populiste aujourd'hui partout dans le monde ? Alors c'est contrasté, vous savez, parce que il y a eu déjà une vague populiste qui était plutôt ce qu'on appelait le populisme de gauche, avec Podemos, avec Syriza, tout cela, avec d'ailleurs la France insoumise au départ, qui s'en inspirait beaucoup. Ça, c'était quelque chose qui remonte à peu près il y a une dizaine d'années. Et cette vague du populisme de gauche a pour l'essentiel échoué. Syriza est maintenant dirigé par quelqu'un qui vient de Goldman Sachs. La France insoumise est redevenue un parti de gauche classique, a abandonné son populisme finalement pour l'essentiel. Et Podemos est en crise, c'est un socialiste qui dirige l'Espagne, et donc cette vague populiste de gauche qui était intéressante en Amérique latine et dans le sud de l'Europe a très largement échoué. Ce qui est le populisme qui existe aujourd'hui est beaucoup plus marqué par, je ne dirais pas, existe plus marqué par des valeurs qui est beaucoup nationalisme. Et le populisme-là, si vous voulez, qui a le comment dirais-je, le vent en poupe. La vraie tension, c'est pas seulement entre populisme et globalisme, parce que si tous les gens qui passeraient à ce micro, si vous voulez, tout le monde partout a une définition différente du mot populisme. Mais moi, celle dont je me contente, qui est très formaliste, c'est on est vraiment dans un moment populiste quand on renonce, pour l'essentiel, à l'opposition gauche-droite. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on considère que... Et donc, s'il y a un mouvement populiste en France, c'est depuis 2017 où les deux candidats au second tour de la présidentielle, Macron et Le Pen, ne se reconnaissent pas dans le clivage gauche-droite. Et donc, ce qui peut menacer, en fait, le populisme, c'est le retour à cette notion de gauche et de droite. Ce qu'on a vu durant des années, ce que le philosophe Jean-Claude Michet a appelé l'alternance unique, c'est-à-dire des européistes de gauche qui s'affrontaient à des européistes de droite. C'est la célèbre, je finirai par là, c'est la célèbre une de Paris Match lors du référendum de 2005, où on voyait Sarkozy et Hollande, qui étaient d'ailleurs habillés pareil, très souriants, venus et Hollande très souriants, ensemble défendre au très avant de acharner gauche et droite pour finalement mener des politiques qui n'étaient pas si différentes. Voilà, donc c'est rompre avec cette alternance, à mon avis, qui est une fausse alternance gauche-droite, qui est véritablement l'enjeu populiste actuel en France comme ailleurs. Mais est-ce que vous avez un rôle aussi au sein du Rassemblement National sur le programme, vous l'expliquerez plus tard, mais est-ce que le Rassemblement National, justement, en ce moment, n'est pas en train de quitter cette grammaire populiste pour rentrer, d'ailleurs c'était les mots de Jordan Bardella, vouloir faire un nouveau RPR en quelque sorte et devenir le parti de droite de manière beaucoup plus classique. On l'a vu sur les positions européennes, à la fois l'Ukraine mais aussi maintenant les traités, l'euro. Est-ce qu'il n'y a pas là, dans la volonté de lissage du Rassemblement National, cette volonté aussi de faire revenir le clivage gauche-droite avec la gauche qui serait le nouveau Front Populaire et puis la droite qui serait le Rassemblement National? Alors ça peut exister chez certains, mais il faut bien comprendre que le problème est à plusieurs niveaux. C'est le best-seller chinois, je crois que c'est le problème à 3 corps, un truc comme ça. C'est à peu près pareil, si vous voulez, pour nous. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas populiste, vous n'êtes pas au second tour. C'est bien simple, en fait. Si vous n'êtes pas populiste, vous n'êtes pas au second tour. Oui. Donc, bloc populaire, un peu Front Populaire. Bon, bref. Ce vote populiste, vous êtes au second tour, c'est quand même important. Mais à l'expérience montre, moi-même qui étais candidat dans les Hautes-Alpes, j'ai pu le constater, quand vous voulez gagner, vous êtes bien obligé d'aller chercher des voix qui ne se reconnaissent pas
dans ce courant populiste. Et ces voix, aujourd'hui, elles sont essentiellement à droite. Ce qui fait qu'effectivement, moi, encore une fois, quand je fais 38 au premier tour, 48% au second, et ces 10 points venaient pour l'essentiel d'un candidat de droite qui avait été éliminé au premier tour. De la même manière, et pour monter en généralité, Marine Le Pen, dans une interview au Figaro, au tout début de l'été, me semble-t-il, avait eu cette phrase très éclairante, et a dit: nous sommes alliés à un parti de droite, en l'occurrence les LR Ciotti, comme on dit, donc ce qu'on appelle l'union des droites. Nous sommes alliés à un parti de droite, mais nous ne sommes pas devenus un parti de droite. C'est une distinction qui n'est pas simplement qui n'est pas un jeu de mots, qui n'est pas une facilité. Le Rassemblement national, pour l'essentiel, n'est pas un parti. C'est un parti qui prospère sur des terres populaires, où longtemps d'ailleurs le Parti communiste, par exemple, dans le Nord, dans le bassin minier, où les socialistes également étaient très forts. Et donc, si vous revenez sur un discours de droite, vous précipitez ces gens-là dans l'abstention. Mais en même temps, si vous ne trouvez pas d'alliés pour le second tour, vous êtes contraint à être une opposition principale. Mais enfin, bon, notre objectif est d'exercer le pouvoir tout de même. Et vous le dites, aujourd'hui, cette vague effectivement de populisme est plutôt de droite. L'AfD en Allemagne. J'ai pas dit de droite, j'ai dit nationaliste. Nationaliste aussi, pardon, nationaliste. Évidemment, Trump avec le Make America Great Again. Bukele, l'ordre aussi, qui était une récurrente. Le Hongrois Viktor Orban également. C'est quelque chose qu'on voit partout. Pourquoi maintenant cette poussée un peu coordonnée, on a l'impression de... Alors en Europe du Nord, vous avez un mouvement qui est un peu différent. Si vous voulez, le populisme de gauche existait dans l'Europe du Sud il y a des dizaines d'années. En Europe du Nord, il se passe des choses intéressantes. Vous avez déjà la gauche au pouvoir au Danemark qui prend des mesures très fermes sur l'immigration, ce qui est quand même un des thèmes qui nourrit ce qu'on appelle le populisme. Ça serait, leur politique serait qualifiée par des milliers de gauche français de populistes en fait. Et puis vous avez un mouvement qui commence à exister de manière très sensible, notamment dans les Länder de l'Est de l'Allemagne, que le mouvement dirigé par Sarah Wagenknecht, dont le nom m'échappe, je l'avoue, mais c'est quelqu'un qui a été communiste, je crois, dans sa jeunesse, et qui a des positions très anti-atlantistes, très anti-européistes, mais également très anti-immigration. Sarah Wagenknecht est en train de faire, et apparemment plutôt de réussir, ce que Mélenchon a hésité à faire dans les années 2015, 2016, etc. Il avait un discours très différent. Avant de rebasculer à gauche en 2018 sur des thèmes, pour le coup, franchement mondialistes. Parce que c'est vrai que sur l'immigration, on l'oublie, mais le Parti communiste français était très strict là aussi pour dire qu'il y avait une armée de réserve du capital et que finalement l'immigration faisait baisser les salaires des travailleurs français. Ça, c'était à l'époque de Georges Marchais, c'était il n'y a pas si longtemps. Oui, alors il faut être prudent parce que ça lui a pas tellement réussi, parce qu'il tient ses propos en 79-80, puis il perd 5 points en 81. Donc c'est un exemple qu'on prend souvent. Bon, parce qu'en réalité, ça n'avait rien à voir à l'époque, si vous voulez. Enfin, c'est une parenthèse, mais à l'époque, si vous voulez, l'opposition sur la question sur l'immigration était une immigration de travail. Donc la position de la CGT et du Parti communiste est avant tout d'assurer l'égalité des droits, c'est-à-dire l'égalité salariale, pour empêcher le dumping patronal, puisque c'était le patronat qui faisait venir les travailleurs immigrés. Là, aujourd'hui, la situation, depuis notamment le regroupement familial, depuis le milieu des années 70 et la montée du chômage de masse, etc., est très différente. C'est plus tellement la question de la concurrence salariale qui se pose que la question du changement culturel ou de la question de la compétition disons, sur les prestations locales. Et après, vous avez par ailleurs, encore une fois, les délocalisations. Mais pour revenir à votre question, vous avez bien effectivement une crise mondiale de ce qu'on peut appeler la mondialisation heureuse. Cette crise, on l'analyse en fait quand on discute, même quand on essaye de sortir de nos frontières, on reste dans les limites occidentales, si on fait attention. Parce que derrière ce mouvement, on dit la crise de la globalisation, tout ça, c'est la crise de l'Occident en fait. Vous savez, un des événements les plus importants qu'on ait connus ces dernières semaines, qui n'a pas été tellement commenté en France, je trouve, c'est le renforcement des BRICS. Oui. Et dans 15 ans, le sommet, on en a parlé ici, bien sûr, à Sud Radio, mais les médias français ont été très discrets par rapport à ce sommet. Vous avez un affaiblissement économique, politique de l'Occident qui est un phénomène majeur en réalité
Et ce qui fait qu'effectivement, eh bien, on a des pertes de compétitivité et une perte de la domination occidentale sur le monde qui provoque des vagues, dont celle que vous évoquez à notre modeste niveau. Eh bien, on va continuer d'évoquer cette question avec vous, Jérôme Sainte-Marie. Et si vous souhaitez réagir ou poser des questions, 0826 300 300. André Berkoff nous rejoindra en direct de Washington pour parler du côté américain, bien sûr. On fait une courte pause et puis on se retrouve tout de suite sur Sud Radio. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Avec nous pour parler de des raisons du vote populiste et de cette défiance vis-à-vis des gouvernants actuels, Jérôme Sainte-Marie, politologue et sondeur. Vous disiez qu'il y a finalement dans le populisme le rejet de cette dichotomie droite-gauche et une des raisons aussi de la montée de ce vote de protestation, il y a la perte du pouvoir d'achat, la hausse des inégalités évidemment, et puis vous le disiez, la fin de la mondialisation heureuse. Or, on a actuellement Emmanuel Macron, Michel Barnier, qui sont des européistes convaincus. Michel Barnier qui disait à un enfant, le drapeau français, ça va toujours avec le drapeau européen, il ne faut pas se tromper, qui veulent toujours aller plus loin dans l'intégration de la France à cette technostructure européenne. Pourquoi veulent-ils continuer alors qu'ils voient qu'ils vont perdre dans les urnes, qu'ils sont en train de... Emmanuel Macron a atteint des sommets d'impopularité. Pourquoi continuer ? Ben, il continue parce qu'il gagne dans les urnes au second tour. Ils gagnent dans les urnes au second tour parce qu'ils ont à chaque fois le renfort actif et presque enthousiaste de la gauche. Il faut dire les choses comme elles sont. En 2017 et surtout en 2022 et plus encore en 2024, c'est bien Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise. Alors le Parti socialiste et les écologistes, j'en parle même pas parce que ça tombe sous le sens. Mais pour prendre, c'est la France insoumise, etc. qui aujourd'hui, comment dirais-je, apportent leur voix à ceux qu'ils prétendent combattre. Alors après, bon, il se trouve que moi j'aime bien les mouvements sociaux, enfin j'aime bien les suivre en tout cas, donc j'avais regardé ce qui se passait au moment des Gilets jaunes. Alors la gauche n'était pas là, mais lors de la réforme des retraites, par exemple, il y a eu des mouvements massifs. Oui. Il y a des gens qui ont perdu des journées de travail, etc. Il y a eu effectivement, millions de Français qui samedi dans la après samedi, des centaines de milliers, des millions de personnes. Alors j'étais allé voir ces gens-là, discuter, ils étaient résolus, etc. Et puis je leur disais, mais vous savez, enfin, j'ai discuté un peu avec les manifestants. Mais enfin, vous savez, c'est pas très... Ils se croyaient quasiment en révolution. Je dis, mais vous savez, c'est pas très grave. Hein. La prochaine fois, ce sera Édouard Philippe ou Guillaume ou Attal qui se présentera, puis on vous demandera de voter pour lui, puis vous allez le faire. Le problème, c'est ça. Ouais. Le problème, c'est que là, c'est pas moi qui est appelé à voter pour Madame Borne ou pour Monsieur Darmanin. C'est la gauche. Si vous voulez, tant que la gauche sert de rabatteur au pouvoir de Macron ou de son successeur, ça revient au même, vous voyez ce que je veux dire, des européistes, il n'y a aucun problème. Ce ne sont plus les doigts du Capitole, ce sont les doigts du capital. C'est-à-dire que, si vous voulez, ils sont là à pousser des grands cris contre les barbares que serait le Rassemblement national, et à la fin des fins, ils sauvent, en l'occurrence, le Capitole, et puis aujourd'hui le capital. Du désastre, puisque là on peut parler de désastre. Le chômage remonte, les faillites explosent, les plans sociaux s'accumulent, la dette, n'en parlons même pas. Il y a un modèle français où on achète la paix sociale, avec quand même un État qui était État-providence, alors de moins en moins, mais l'idée de dire qu'on avait les meilleurs services publics, ce n'est plus vrai. Et puis il y a le problème du consentement à l'impôt. On arrive à un moment où les Français en ont marre de payer. Vous parlez d'or. C'est-à-dire que effectivement le dénouement de cette crise politique dans laquelle on vit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de majorité, il y a un gouvernement qui est ultra minoritaire, qui est élu par ceux qui se présentent comme ses pires adversaires, et de fait, nous, le Rassemblement national, qui sommes la principale force d'opposition, on n'arrive pas à gagner. Il faut dire, c'est quand même, voilà, la crise politique, elle existe, et elle n'est pas liée à la personnalité de M. Macron. Il y a des choses réelles, parce que derrière, il y a des groupes sociaux aussi qui ont des intérêts divergents. La résolution de tout cela, je le crains, elle risque de se produire assez rapidement à l'extérieur du Parlement et d'une certaine manière à l'extérieur de la vie politique, c'est-à-dire que on va dans une période, je sais que les milieux patronaux sont très inquiets, on va vers une période de récession très probablement et de crise très grande qui va nous forcer, c'est la seule façon dont je vois une sortie positive, à un gouvernement d'union nationale. Le pouvoir actuel peut se maintenir
en étant minoritaire, dans le respect des institutions. Et c'est pour ça que le Rassemblement national, d'ailleurs, tient des propos très responsables, n'appelle pas une destitution, etc., parce que ça serait anti-républicain de le faire. Pourquoi ? Parce que ça serait anti-républicain de le faire, encore une fois. En quoi c'est anti-républicain ? À un moment, on dit Emmanuel Macron est un désastre. Dans ce cas-là, vous appelez à l'insurrection, c'est pas possible. Non, D'ailleurs, quand la France insoumise se livre à ce jeu-là, il n'y a personne dans les rues, parce que les Français sont républicains. Ils veulent pas rajouter une crise, si vous voulez, un désordre civil à tous les désordres que nous connaissons. Donc, mais je crois que effectivement, le problème de ce gouvernement minoritaire, c'est qu'il n'a absolument pas la légitimité et l'énergie politique pour mener des réformes nécessaires. Donc, il faudra bien, à un moment donné, passer par une formule, ce que nous avons proposé, ce que nous reproposerons, une formule du gouvernement d'union nationale pour faire face à une situation qui, non seulement sur le plan sécuritaire, migratoire, culturel, est déjà dramatique, mais qui va devenir économiquement hors de contrôle. C'est-à-dire que là, la dette, si vous voulez, à partir du moment où on a un tel niveau d'endettement, il y a besoin effectivement d'avoir une politique, comment dirais-je, de production très importante. Et c'est une des raisons pour lesquelles le Rassemblement national, pour ses dirigeants principaux, a été extrêmement prudent après la victoire de M. Trump. Puisque c'est quand même, nous entrons dans une période de guerre commerciale et les Américains font ce qu'ils veulent. Ils ont leur raison pour élire M. Trump, mais on va se retrouver quand même dans une situation conflictuelle sur bien les dossiers économiques. C'est déjà le cas, de toute façon. Ça ne va pas changer beaucoup de choses. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des dirigeants qui sont plus préoccupés par la guerre en Ukraine que par la dette, qui continuent de dépenser de l'argent comme si la France avait les moyens. Or, ce modèle-là, il est au bord de l'implosion. Oui, mais vous savez que si vous êtes dans une logique européiste, c'est-à-dire de renoncement progressif à la souveraineté française, la dette n'est pas un très grand problème. La plupart des grands pays qui ont perdu leur souveraineté au 19e siècle, je vais vous donner un exemple qui va vous paraître absurde, mais l'Empire ottoman ou la Chine, c'est à travers l'endettement qu'ils basculent dans une situation semi-coloniale. Et pour être indépendant. Gaulle était aussi production et des nouveaux trucs, etc. C'est pour pouvoir désendetter la France. Ouais. En 65, on était désendetté, et c'est là où on a pu tenir dans le concert des nations, comme on dit, une place à l'époque assez glorieuse. Mais est-ce que c'est rattrapable, ces 3 000 milliards de dettes, ou est-ce que c'est pas trop tard maintenant ? On est coincé maintenant pour des décennies. Il y a toute une série de phénomènes en France, il n'y a pas uniquement les problèmes économiques, qui peuvent donner cette impression d'être irrattrapables. Moi, je ne le crois pas. Et je ne peux pas le croire, en quelque sorte. Il faut toujours se battre. Si un jour, les gens ont l'impression que ça devient irrattrapable, à ce moment-là, ça sera dramatique, parce que ça signifiera que les catégories populaires, celles qui protestent actuellement, seraient tentées par l'abstention. C'est pour ça que le discours catastrophiste tenu par des gens comme Éric Zemmour à une certaine époque pouvait être extrêmement dangereux, puisque ce discours catastrophiste, il nourrissait peut-être un peu de colère, mais à terme, ça nourrit du désespoir. Et le désespoir, ça fait, on basculerait à ce moment-là dans une forme de survivalisme politique, où chacun, finalement, essaierait de s'en sortir comme il peut, mais ça signifierait que la solution politique disparaîtrait. Donc c'est pour cela qu'il faut rester sur un discours, comment dirais-je, combatif, et que les discours excessifs et de désespoir, en fait, on se fait plaisir, si j'ose dire. Ceux qui les tiennent se font plaisir, mais en fait, ils démobilisent la base politique d'un changement possible. En fait, vous faites du Obama, il faut hope, de l'espoir. Bah, non, mais en politique, il faut de l'espérance. Oui, c'est ça. Il faut de l'espérance, si vous voulez. Il faut de l'espérance, sinon, il faut bien montrer que la décision politique peut faire changer les choses. Mais en fait, si tout se passe à Bruxelles, c'est faux. Moi, j'en suis persuadé. Non, d'une part, tout se passe pas encore à Bruxelles. Et comment dirais-je, une France dirigée par le Rassemblement national, si vous voulez, ça pourrait poser un rapport de force bien différent que celui qu'on ne tente même pas de poser d'ailleurs actuellement. Comme Meloni en Italie, par exemple. On en parlera aussi évidemment de Giorgia Meloni, qui est un modèle de réussite populiste en Italie. Si vous souhaitez réagir, et on va prendre dans un instant vos questions, 0826 300 300, on va marquer une courte pause. On va se retrouver dans un instant avec André Berkoff également, qui nous fera un coucou depuis Washington pour parler du gouvernement Trump qui est en train de se former petit à petit. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité.
On se retrouve avec Jérôme Sainte-Marie, politologue et sondeur, pour parler du populisme, de ces mouvements en fait qui changent un peu la donne en politique au niveau mondial. Et avec nous, un auditeur, Yves d'Arcachon, qui souhaitait réagir. Bonjour Yves. Bonjour Monsieur Sainte-Marie, bonjour Monsieur Poulain et bonjour de loin à André. Oui, simplement, vous parliez, Monsieur Sainte-Marie parle à l'instant d'espérance. Je me permettrai simplement de dire, avant de commencer, que l'espérance, c'est dans la religion chrétienne ce qui reste quand il n'y a plus d'espoir. Alors, simplement, ce que je voulais dire sur le populisme, c'est que certes, Monsieur Trump est populiste à fond, et je suis loin d'approuver tout ce qu'il dit, mais qu'est-ce qu'il y avait en face? On avait le choix aux États-Unis, enfin ils avaient le choix entre populisme et wokisme. Et le wokisme est-il mieux que le populisme proposé par Trump? Parce que bon, c'est plus pernicieux, c'est moins frontalement affirmé, mais c'est un cancer qui vous ronge également et qui aussi envahit notre société, nos universités, etc. Donc, est-ce qu'il faut choisir entre populisme et wokisme? Honnêtement, je ne sais pas répondre. Alors, Jérôme Sainte-Marie, populisme et wokisme, c'est le nouveau droite-gauche? Pas exactement. Ce qu'il faut le rappeler, c'est que M. Biden, avant de ne pas se représenter, avait été élu. Vous vous en souvenez? Et M. Biden, c'était quand même, par certains côtés, un parti démocrate à l'ancienne qui avait fait pas mal de choses, en réalité, pour les syndicats. Il y a eu un renouveau des luttes syndicales aux États-Unis qui est assez intéressant à observer et qui leur parlait pas mal d'intérêts matériels. Le problème, c'est que Kamala Harris, qui a été encensée pour cela, d'ailleurs par des médias de gauche en France, par Libération par exemple, elle arrive avec un discours, elle est assez proche d'Hillary Clinton par certains côtés, en plus radical, et elle arrive avec un discours qui plaît beaucoup à ce qu'on appelle abusivement les élites culturelles, et c'est un discours qui parle beaucoup moins des réalités matérielles des gens et beaucoup plus des questions culturelles. Ces questions culturelles, alors c'est le problème de la gauche, c'est pas le mien, ces questions culturelles sont développées par une forme de gauchisme universitaire, sont un véritable poison pour la gauche. C'est-à-dire que ça leur permet d'avoir des militants, ça leur permet de faire parler d'eux, ça permet d'exister sur les réseaux sociaux, de faire quelques manifestations, mais ça les coupe durablement de la majorité de la population aux États-Unis comme en France. Et donc, si vous voulez, la gauche a longtemps maintenu, malgré ses échecs, ça n'a jamais été parfaite, etc. Elle a maintenu une très grande influence tant qu'elle a été apparue comme le défenseur, ce qu'elle était réellement, des intérêts des catégories populaires, notamment des travailleurs d'exécution et des fonctionnaires. Dès lors qu'elle s'est perdue dans des choses qui, bien sûr, attirent beaucoup plus l'attention, c'est donc ce qu'on appelle le wokisme, en tout cas le gauchisme culturel, on va dire ça plutôt comme ça pour rester français. Les luttes intersectionnelles. Eh bien, et qui se sont perdus dans ce mythe militant qu'on appelle la convergence des luttes, qui n'a jamais marché d'ailleurs. Eh bien, là c'est fini. Là c'est fini, c'est-à-dire que ça permet de gagner quelques circonscriptions, notamment celle où j'habite, dans le 11e arrondissement de Paris, près du canal Saint-Martin. Ça permet de faire reconnaître. Si vous voulez, donc Madame Rousseau, par exemple, est incroyablement plus connue que n'importe quel syndicaliste, vous voyez, alors qu'elle ne pèse rien en réalité, grâce à l'outrance de ses positions. En plus, ça permet de faire réagir les gens d'en face. Donc tout ça fait un brouhaha incroyable, mais ça ne sert à rien dans la défense des intérêts matériels de ceux qui ont besoin d'être défendus le plus, c'est-à-dire les travailleurs et les catégories populaires. C'est pour ça d'ailleurs qu'au Rassemblement national, vous remarquerez que par rapport à d'autres forces qui sont proches de nous sur des questions patriotiques, on n'est pas obsédé par la question du wokisme. On est contre, évidemment, mais parce que c'est rentrer dans un jeu de bataille culturelle qui fait oublier l'essentiel. Les Français, actuels et de plus en plus, veulent réussir à boucler leur fin de mois et assurer un avenir décent qui va être la clé à eux-mêmes et à leurs enfants. Alors, on va justement prendre la température à Washington avec André Berkoff qui est là-bas, qui nous rejoint. Bonjour André. Bonjour Alexis.
Bonjour à vous et bonjour à Jérôme Sainte-Marie. Bonjour Voilà. M. Berkoff. Alors, on a vu là, aujourd'hui et hier, Donald Trump commence à lâcher les premiers noms pour son gouvernement et Elon Musk va être chargé de faire des coupes sévères dans le budget. Ah ben, plus que ça. Franchement, j'aimerais juste dire que les auditeurs et que vous-même, ce qui va se passer avec... Donc, c'est Elon Musk et Vivek Ramaswamy. Ouais. C'est-à-dire qu'ils vont être les deux. Donc Vivek Ramaswamy qui s'est tout à fait distingué pendant cette campagne pour faire le Doge Departmental Government Efficiency. C'est-à-dire alors vraiment, rêvons, nous Français, ils vont s'occuper des dépenses du gouvernement, des agences. Vous savez qu'il y a des dizaines de milliers d'agences gouvernementales, et le brave Elon Musk a commencé à dire, écoutez, j'ai vu qu'il y avait 30 à 40 000 agences gouvernementales, à mon avis, s'il y en a 2000, je pense que ça suffira très largement. Et ils leur ont donné, c'est intéressant, enfin, c'est le Trump dans son cahier des charges, a dit voilà, la dépense gouvernementale, c'est-à-dire les dépenses du public sont en Amérique de 6,5 trillions de dollars. C'est-à-dire 6 500 millions de dollars. C'est-à-dire 2 fois notre dette totale, notre dette publique à nous, la France. Et ils ont dit, écoutez, c'est très simple, on compte sur vous, vous allez travailler et on veut que nous donniez un plan le 4 juillet 2026. On va commencer vraiment à tout, voilà, on veut savoir combien on peut et on va commencer à supprimer. Alors cette annonce a fait vraiment sensation. Alors il y a les autres, évidemment, l'ambassadrice à l'ONU, le secrétaire d'État à la Défense, un vétéran d'Irak et d'Afghanistan. Marco Rubio, comme éventuellement secrétaire d'État aux Affaires étrangères, ça fait polémique là, surtout qu'il s'était très fortement bagarré avec Trump dans les primaires de 2016. Donc tout ça fait du bruit, surtout que ça c'est vraiment les Américains. Alors que Trump ne prend ses fonctions officiellement que le 20 janvier prochain, eh ben, il est déjà en train de faire son gouvernement. Et évidemment, gros commentaire. J'ajouterai une chose, c'est très intéressant, c'est que CNN et MSNBC, vous savez, les deux chaînes qui étaient les plus en pointe dans la bataille anti-Trump, ont été à je ne sais combien de millions il y a quelques années, et ils sont en train de licencier. Ils sont à 800 000 téléspectateurs aujourd'hui pour CNN et beaucoup moins pour MSNBC. Donc il y a quelque chose qui se passe. Bon, c'est trop tôt, on verra bien. On jugera le bûcheron à ses coupes, mais cette histoire surtout du DOGE, du Departmental Government Efficiency, c'est-à-dire la suppression à la hache, le nettoyage au Karcher, si je peux me permettre, des dépenses publiques, fait beaucoup de bruit ici à Washington, surtout que ça veut dire quoi? On est à Washington. Washington, c'est évidemment là où sont les agences fédérales, les fonctionnaires, etc. Et il est question de 200 000 fonctionnaires qui seraient licenciés. Donc voilà, ça fait quelques bruits dans le Landerneau. Vous voulez réagir, Jérôme Sainte-Marie, à cette importante déclaration de Trump de faire ces coupes énormes dans les dépenses publiques? Alors sur ce point, ce n'est pas du tout le programme du Rassemblement national, mais il y a un point commun. Il y a un point commun, c'est sur les agences. Vous savez, toutes ces commissions, notamment François Hollande adorait, dès qu'il y avait un problème, il créait une commission politico-administrative avec des gens nommés, on ne sait pas. Emmanuel Macron avait les conseils citoyens aussi, ce genre de choses. Oui, enfin, ça c'est encore autre chose. Mais le CNR, le Conseil national de la Fondation. Moi, c'est des trucs de Macron, ça ne durait pas. Le problème, c'est que on crée, quand il y a un problème, on crée une espèce de commission consultative où des gens quand même qui coûtent un peu d'argent. Le problème, c'est qu'elle demeure. Et vous avez toute une série de structures qui sont objectivement parasitaires, si vous voulez, et qui survivent. Et quand vous cumulez ces centaines de structures qui ne servent vraiment pas à grand-chose, voire à rien du tout, et qui ont été créées très souvent pour ne pas avoir à traiter le problème ou pour trouver des prébendes pour les copains, eh bien, quand vous supprimez cela, c'est pas ça qui va sauver le budget de la France. Mais quand même, ça sera une source d'économie importante. Sur ce point, en tout cas, je pense qu'effectivement, ce qui se passe aux États-Unis
peut nous inspirer. C'est autre chose que la question des fonctionnaires qui là, à mon avis, sont mal utilisés en France, etc. Mais nous n'avons pas du tout un discours contre ni l'État ni la fonction publique. C'est le ministre de la fonction publique, M. Kasbarian, qui a félicité Donald Trump sur X en disant et Elon Musk en disant génial ce que vous faites, c'est limite de la provocation là. On va rentrer dans des eaux troubles avec un ministre qui joue à ça. Le problème, c'est que vous avez des structures qui jouent contentes, mais que les pays. Donc, si vous voyez, voilà un dossier intéressant. La fonction publique, où on peut considérer qu'il faudrait avoir des professeurs pas forcément plus nombreux, mais certainement mieux payés. Et avoir une distribution de l'enseignement général qui soit plus tournée vers l'efficacité. Ouais. Vous voyez, on perd beaucoup de positions, par exemple, dans le domaine scientifique. Bref, tout cela, c'est des choix qui ne sont pas évidents et qui demandent une très grande énergie politique qu'on ne pourra avoir, je pense, qu'après une élection présidentielle. Ce qui est certain, c'est que là, la crise politique française, quelle que soit la volonté du gouvernement, et même s'il était de bonne volonté, ce qui n'est pas le cas à mes yeux, et bien même s'il était de bonne volonté, la fragilité incroyable de notre situation politique et parlementaire fait qu'on ne peut rien faire, en fait. Ouais. Béranger est au standard et souhaitait réagir. Bonjour. Bonjour Alexis, bonjour aux auditeurs. On vous écoute. Oui, en fait, je voulais quand même mettre pas un garde-fou, mais expliquer quand même qu'il ne faut pas tant se réjouir de ça. On est content que le wokisme soit défait, que l'espèce de délire idéologique américain. C'est vrai qu'il n'y avait rien en face de Trump, mais c'était comme avec Biden, dont on se demande d'ailleurs si Biden avait vraiment gagné les élections à l'époque. Il y avait personne. Kamala Harris, c'était du vide absolument, absolument abyssal. Néanmoins, moi je veux calmer un petit peu les ardeurs des droites ou des nationalistes en France, parce que Trump c'est les États-Unis, la France c'est la France, ça n'a pas grand-chose à voir. On n'a pas la même culture politique. Bien sûr. Moi, de savoir qu'un millionnaire, fils à papa, à qui on a donné 1 million pour qu'il fasse son empire, devienne président un jour en faisant le salesman man qu'on connaît, tout ça, c'est de la légende. Trump, c'est pas un type qui s'est construit tout seul. Il était déjà dans le sérail. Donc, il faut se calmer un petit peu sur cet aspect-là. Et la deuxième chose, la division, en tout cas des souverainistes, de tous les partis souverainistes, les micro-partis, avec le Rassemblement national qui a refusé, c'est un vrai scandale, d'aller sur la destitution d'Emmanuel Macron. C'est une faute politique. Alors, on en parlait à l'instant. Merci Béranger. Alors on va juste marquer, André, on va juste marquer une courte pause et on se retrouve après pour justement réagir à ce que vient de dire Béranger par rapport à cette destitution et puis Jérôme Sainte-Marie réagira également 0826 300 300 si vous souhaitez également nous joindre au standard sur Sud Radio. À tout de suite. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Alors, nos invités, André Berkoff en direct de Washington et Jérôme Sainte-Marie sur le plateau pour parler donc de ce courant populiste. Et puis, cette question que posait Béranger à l'instant de pourquoi le Front National n'a pas suivi la destitution, l'article 68. Quel jeu joue, vous le disiez, le jeu de la responsabilité des institutions? C'est pas un jeu, en l'occurrence, vous savez... on va pas se présenter nos brevets les uns les autres d'antimacronisme, mais je pense que j'aurai quelques quartiers de noblesse à faire valoir en ce domaine. J'ai rompu avec tout mon milieu sur cette question-là, notamment. Et véritablement, la politique d'Emmanuel Macron, sous quasiment tous ses aspects, correspond à l'opposé de mes valeurs et de mes choix. Il demeure qu'il a été élu régulièrement en 2022. Et largement d'ailleurs, au second tour, que les institutions ont été respectées. On peut considérer en son fort intérieur que dans l'esprit de la Ve République, mais enfin quand on parle de l'esprit, vous savez, on peut faire bien dire des choses à l'esprit, mais on peut considérer que dans l'esprit de la Ve République, il est un peu bizarre que quelqu'un qui se retrouve qui a placé la France dans une impasse politique par une dissolution ratée
n'en tire pas les conclusions et ne démissionne pas. Quand on voit pourquoi le général de Gaulle a démissionné en 1969, on dit qu'il y avait quelques raisons supplémentaires pour Macron de le faire, de démissionner. Mais il ne l'a pas fait. C'est son droit le plus strict dans le respect des institutions. Donc rentrer dans une logique soit de destitution par la voie normale qui n'a aucune chance d'aboutir, et donc offrir in fine une victoire politique à Macron me paraît une bêtise politique, et rentrer dans une voie de destitution qui serait en dehors du cadre politique. Alors là, c'est pas républicain, il n'en est pas question. C'est aussi bête que ça. On n'est pas des gauchistes, on va pas jouer à ce jeu, à ces propos irresponsables de la France insoumise, qui d'ailleurs ne prendront jamais de risque dans la rue pendant les Gilets jaunes. On ne les a pas vus. Donc, il y en avait, il y en avait quand même. Au début, il n'y en avait vraiment pas. Hein. Non, au début, alors, les premiers actes, ces gens-là n'étaient pas là. Et donc, si vous voulez se payer de mots en disant destitution, me paraît irresponsable. Ça me paraît, et c'est pas du tout une question de chercher à être respectable. La question est tout simplement de respecter les institutions. J'espère que nous exercerons bientôt le pouvoir dans le respect le plus strict. Et si nous y arrivons, ça sera dans le respect le plus strict des institutions républicaines. Alors, respect des institutions. André, une réaction à cette critique? Oui, d'abord, écoutez, franchement, ne perdez pas de temps à parler décision de Macron ou pas décision de Macron. Ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'opposition en France. Il n'y a pas d'opposition. Cher Jérôme Sainte-Marie, le problème, quand vous parlez des dépenses publiques, fonctionnaires, etc., parlez beaucoup plus pourquoi, si effectivement les fonctionnaires font leur métier. Et je pense que beaucoup font leur métier. Pourquoi on a eu besoin de 1 milliard de McKinsey? Pourquoi on a besoin de payer 1 milliard d'euros d'argent public pour les McKinsey? Et deuxièmement, il faut s'attaquer aux dépenses de l'État. Il faut arrêter, que ce soit vous ou les autres. Il y a le réel. Mais vous, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Le Rassemblement national est occupé de montrer qu'il est propre sur lui, qu'il mange avec fourchette et cuillère, qu'il se soigne et qu'il est propre sur lui. Le problème aujourd'hui, c'est que la réalité, elle n'est pas propre. Il faut bien voir la réalité, elle n'est pas propre. Attaquez-vous à l'argent public comme à l'argent privé. Attaquez-vous à tout ce qui fait que, effectivement, 11 millions de personnes ont voté pour vous. Et pourquoi? Moi, j'ai débattu. Évidemment, les États-Unis ne sont pas la France n'est pas les États-Unis. Mais on aimerait une opposition qui parle de où ça fait mal, qui parle de cette espèce de millions. Et chez nous, les associations, les agences, la dépense publique, mais elle est terrifiante. Et pas seulement la dépense privée, s'attaquer évidemment aussi aux privilèges du privé. Oui, mais justement, s'il n'y a pas ça, si on dit oui, mais on a un biais français par rapport à cette dépense publique, de dire les Français ont encore une vue de l'État qui est l'État qui aide, l'État qui dépense pour la société, et qui fait que y toucher, c'est aussi se mettre à dos beaucoup d'électeurs. Soyons prudents sur les questions de la dépense publique, etc. C'est aussi lié au fait que toute une série de dépenses qui sont assurées par le privé ailleurs, à commencer par les retraites et par les soins, sont pris en charge par l'État en France. Donc les comparaisons c'est le gros bloc de dépenses. Voilà, et c'est le gros bloc, c'est ça en réalité. Donc si vous proposez, si vous voulez, on peut pas comparer la dépense publique, je sais pas moi, en France et en Espagne par exemple, parce que c'est pas le même périmètre. Encore une fois, les gens sont attachés à être protégés des accidents de la vie tout court et de la vie économique, etc. Après qu'il y ait des changements importants. Attendez, après, aujourd'hui protégés à l'hôpital, est-ce qu'ils sont protégés partout? Non. Ah mais c'est encore autre chose. Et par ailleurs, si vous voulez, on l'a bien vu, y compris au moment du Covid, s'en prendre aux soignants, aux aides-soignants, ou aides-soignantes d'ailleurs, souvent, et s'en prendre à ce personnel hospitalier, ne comptez pas sur moi pour le faire, si vous voulez. Donc vous avez effectivement... Et enfin, quand vous dites qu'il n'y a pas d'opposition en France, Monsieur Berkoff, je vous propose, Monsieur Berkoff, de m'accompagner dans ma prochaine élection législative. Vous verrez comme c'est confortable d'être candidat du Rassemblement national. C'est encore autre chose. Mais il y a aussi un autre sujet. Le problème, c'est que vous ne faites pas assez, à mon avis, vous ne faites pas assez, vous ne mettez pas le doigt, encore une fois, sur le fait qu'il y a un problème en France qui est un problème de pesanteur totale, de bureaucratisation
totale. Dites-moi, pourquoi il y a des ARS, Agences régionales de santé, hein? On a besoin de médecins traitants et le tiers des hôpitaux, c'est les fonctionnaires. C'est exactement le point que j'ai abordé précédemment, M. Berkoff, dans cette émission. Vous êtes d'accord, en fait. Attendez, c'est le point que j'ai abordé précédemment. J'ai précisé qu'il y avait toute une série de structures parasitaires qui avaient été créées. Et les ARS, effectivement, sont des bonnes positions salariales pour ceux qui les occupent. Et nous avons pris position contre ces structures. Le Rassemblement national, très précisément. Et par ailleurs, nous mettons l'accent, attendez, nous mettons l'accent aussi, là, une des raisons importantes de la situation dramatique des finances publiques en France, c'est notre déficit de production, de productivité, et le fait que nous ne soyons plus protégés. Donc l'accent doit être mis, encore une fois, on s'était battu contre l'euro tel qu'il avait mis en place, nous l'avons accepté, parce que maintenant c'est difficile de revenir en arrière, mais nous nous battons actuellement contre le traité du Mercosur, avec le Mercosur. On avait, par exemple, il y a toute une série de traités qui livrent littéralement l'économie française aux puissances étrangères, et des dossiers comme Alstom nous rappellent qu'on laisse piller nos brevets et nos entreprises. Est-ce qu'il ne faut pas revenir par les Américains d'ailleurs à une ligne aussi très claire sur l'Europe, qui est devenue quand même très obscure au niveau du Rassemblement national, de dire on ne peut pas continuer comme ça avec Ursula von der Leyen, avec la Commission européenne, avec ces technostructures qui demandent de plus en plus, qui est là pour détricoter l'industrie, qui est là pour détricoter l'agriculture. J'ai passé tout à l'heure Stéphane Séjourné qui raconte n'importe quoi sur l'industrie décarbonée et l'accélération, commissaire européen français. Est-ce qu'il ne faut pas dire stop, on arrête les frais et être clair avec ça? Nous passons notre temps à dire qu'effectivement la contribution française à l'Europe est clairement très excessive, et à remettre en cause nous avons voté le Front National plus Rassemblement National, avait voté non en 92, non en 2005, et nous maintenons cela. À partir de là, il ne faut pas se tromper. Moi-même, j'ai voté non à ces deux référendums, mais le non en 2005, aussi majoritaire qu'il était, qui était trahi par le système en 2008, comme on sait, eh bien, ce non-là n'était pas une volonté majoritaire de sortir de l'Europe. C'était beaucoup plus composite que cela. Il faut exercer le pouvoir d'État pour pouvoir peser réellement sur face à l'Europe. Alors je sais, puisque j'en fréquente beaucoup, que des milieux souverainistes trouvent qu'on n'est pas assez pur et dur. Mais c'est les positions qui nous demandent de prendre sont des positions ultra minoritaires qui nous éloigneront définitivement du pouvoir d'État et rendront un grand service à l'Union européenne. Au pouvoir, référendum, et on n'en parle plus. Allez, on doit rendre l'antenne. Maintenant, c'est Brigitte Lahaye qui va prendre la suite sur Sud Radio. Merci André, merci Jérôme Sainte-Marie, et merci à vous tous d'être fidèles à Sud Radio. À tout de suite. Bonjour André Berkoff.